Voilà, mais moi je vais enchaîner avec une dernière présentation qui est celle de la Haute École Robert Schuman et plus spécifiquement de la section éducateur spécialisé. Alors je vous le dis tout de suite, mon nom apparaît sur le PowerPoint, mais je ne suis pas porteuse du projet, je suis observatrice du projet et je m'en nourris de façon un petit peu déplacée, disons-nous, dans mes cours de psycho. Donc en fait, j'exploite avec mes étudiants des choses qu'ils ont travaillées dans le projet, mais on avait envie en équipe de vous présenter ce projet parce qu'on pense que effectivement ça tient vraiment la route et que ça représente bien les objectifs d'apprentissage qu'on a voulu mettre en place dans la section éducateur spécialisé. Alors, c'est un projet d'équipe donc qui représente 5 ECTS dans le parcours des étudiants. Et ici, au niveau temporalité, ça s'organise sur une semaine complète. Donc, les étudiants n'ont pas d'autres cours, n'ont pas d'autres tâches d'enseignement durant cette semaine-là pour qu'ils puissent complètement s'investir dans le projet. Donc, vivre quelque chose de différent, vivre un moment différent dans ce travail. Alors, j'ai pris une petite photo pour vous montrer le nombre d'étudiants. On tourne autour de 80, 90 étudiants, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Alors, projet d'équipe qui dit intégration de différentes activités d'enseignement. En fait, il y a 4 enseignants, donc 4 activités d'enseignement différentes qui sont intégrées dans ce projet. On a un cours de technique d'expression écrite et orale qui est donné par Madame Liégeois, qui est dans la salle. Un cours d'art plastique donné par Madame Sironval, un cours d'éducation musicale donné par Monsieur Godard qui est aussi présent, et un cours de technique d'animation et relations sociales donné par Monsieur Dehaye qui est l'un des psychologues de l'équipe de Virton. Alors l'idée c'est quoi? C'est de partir de certains objectifs qui nous semblent centraux dans la formation d'un éducateur spécialisé. Et donc nous, c'est vraiment cette idée de développer des compétences réflexives de nos étudiants autour de 2 axes de réflexivité pour nous. Une prise de recul réflexive sur soi et ses émotions face aux enjeux et exigences du métier. Là, on cible essentiellement les bacs 1 et les bacs 2, même si je vous le dis tout de suite, le projet est mené en bac 2, mais impacte impacte différemment les bacs 1. Et une prise de recul sur son mode de fonctionnement au sein d'une équipe, là ça concerne uniquement les bacs 2 puisque c'est à l'intérieur même du projet que cette réflexivité va pouvoir être mise en place. Alors on met ça en lien avec aussi l'idée de développer des outils d'expression artistique. Alors le mot artistique recouvre toutes les compétences, à savoir l'art plastique, l'art musical, l'art d'expression, toutes les formes d'expression écrite, orale, etc. peuvent être exploités, c'est pas sont, mais peuvent être exploités comme vecteurs, alors d'une meilleure connaissance de soi, d'une meilleure gestion de soi. Alors de nouveau, là, il y a 2 axes. Il y a la connaissance de soi, la gestion de soi des étudiants eux-mêmes, et la connaissance et la gestion via les outils qu'ils découvrent et qu'ils pourront à ce moment-là proposer à leurs futurs résidents. Donc l'idée est toujours double, c'est ils vivent quelque chose qui leur permet effectivement de se construire et de se développer au niveau identitaire, mais ces outils-là sont aussi directement transférables dans leur propre pratique professionnelle, enfin moyennant quelques petites adaptations, et justement les enseignants sont toujours là pour réguler au niveau de ces adaptations. Donc l'idée c'est, on est reparti là d'une compétence de l'éducateur qui est d'outiller, de savoir mettre des mots utiles et éclairants sur leur expérience personnelle et professionnelle pour l'analyser, la synthétiser, la partager avec d'autres. Ça, c'est les compétences d'éducateur. C'est aussi de découvrir différents moyens d'expression, différents médias d'expression. Alors, le projet se structure en 4 temps, plus le 5e temps qui est le temps de l'évaluation. Le premier temps, c'est le temps de la création d'un climat propice aux apprentissages. Ici, je vous l'ai dit, c'est vraiment la réflexivité qui est au cœur du travail, c'est la réflexion sur soi, sur ses émotions, et donc il faut s'assurer que le climat soit propice aux apprentissages. Là, je fais une petite référence à la fameuse compétence KPS, créer un climat propice aux apprentissages, etc. Alors, pour nous, un climat propice aux apprentissages, en tout cas pour l'équipe, c'est quoi? C'est à la fois un climat confrontant et un climat rassurant. Alors, confrontant, pourquoi? Parce qu'on a décidé que durant cette semaine, les classes n'existeraient plus. Donc les étudiants ne sont plus répartis dans les différentes classes. On oublie le fonctionnement en 3 classes de 2e et on répartit les étudiants de façon totalement aléatoire en groupes de 4 personnes. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est de les obliger à sortir de leur zone de confort.
c'est aussi de les amener dans une approche beaucoup plus socio-constructiviste. On est dans une section où les étudiants ont souvent tendance à travailler entre eux. Les mêmes profils se rassemblent, un petit peu les mêmes modes de fonctionnement se retrouvent. Et là, on voulait vraiment faire quelque chose de différent. Les amener à être dans autre chose. La rencontre avec un autre, la rencontre avec quelqu'un qui a d'autres modes de fonctionnement et d'autres modes de pensée. Donc voilà, on a décidé vraiment cette fonction de faire ça de façon totalement aléatoire, sans connaître les étudiants. Ils ont la liste, simplement. Ils reçoivent la liste des groupes et ils savent dans quel groupe ils vont travailler. C'est aussi rassurant, le climat. Donc, le climat propice, c'est aussi les mettre dans des conditions, puisqu'ils vont être amenés à travailler sur les émotions. Le travail des formateurs, c'est aussi de créer un climat qui va être un climat suffisamment sécure pour qu'ils puissent justement s'exprimer et qu'ils puissent travailler sur leurs émotions sans qu'il y ait des dépressions, des angoisses liées au regard de l'autre, etc. Donc les formateurs vont commencer par des exercices de présentation. J'ai mis de présentation, mais c'est pas tout à fait ça. Des exercices de mise en confiance, d'écoute, au travers de la réalisation commune d'une charte. Là, c'est les étudiants qui aussi créent leur propre charte de fonctionnement pour la semaine, et d'ateliers de présentation au travers d'un média artistique. Donc là, les différents enseignants impliqués vont rencontrer les étudiants, vont vivre avec eux des exercices et des ateliers de présentation pour qu'ils entrent doucement dans le projet. Alors, ces démarches, donc je l'ai dit, constitueront à instaurer un climat d'écoute, de confiance, un climat propice au travail, moi j'ai mis artistique de groupe, en tout cas un climat qui est plus respectueux de chacun et de l'évolution de chacun. Avec ça, on peut faire directement le lien avec les compétences métiers de cette première phase, puisqu'on a 3 grandes compétences métiers, 3 compétences de l'éducateur spécialisé qui sont mis en avant au travers de ça. C'est être ouvert à la rencontre avec les autres, je vous ai dit, des groupes qu'on ne connaît pas. Voilà, ça fait pas toujours plaisir aux étudiants quand ils lisent avec qui ils travaillent, etc. C'est parfois bof, quoi. Mais ça leur demande aussi ça, de s'adapter, d'être dans cette ouverture à l'autre, dans cette créativité par rapport à l'autre. De construire des relations singulières ajustées à l'autre. Donc là, c'est plutôt dans leur contexte professionnel. Mais ici aussi, s'ils le vivent chez nous, dans notre cadre, ils pourront le transférer dans un cadre professionnel. Et interagir dans le respect et la connaissance de soi-même et des autres. Donc là, on est vraiment dans cette optique-là, dans cette compétence professionnelle. Donc après ce premier temps, on est dans le lancement du projet. Donc les consignes données aux étudiants sont les suivantes. Donc vous commencez maintenant votre parcours au cœur du sentier des émotions. Nous vous demandons de réfléchir à une problématique que vous avez observée, vécue en stage. Alors c'est structuré autour d'un brainstorming, de l'élaboration d'une question problématique issue du stage. De vous mettre d'accord pour sélectionner une question commune à tous les membres du groupe. Donc déjà là, c'est leur première phase de réflexion de groupe. Et de présenter celle-ci à votre formateur, d'en discuter ensemble pour valider la problématique. Donc c'est pas simplement, tiens, voilà, est-ce que c'est OK ou pas OK? Le formateur aide à la réflexion, aide à la mise en mots, aide à la création d'une vraie question de départ. Alors au terme de ce travail, et là c'est de nouveau une phase bousculante pour les étudiants, les différentes questions sont rassemblées et chaque groupe tire au sort l'une d'entre elles. Ça, ils ne le savaient pas avant l'action. Donc ça veut dire qu'ils pensaient tous travailler sur la problématique qu'ils s'étaient construite eux. Et donc quand ils ont dû travailler sur la problématique d'un autre, c'est pas si évident que ça, même pour des étudiants bac 2. On a vu que, en tout cas moi j'ai entendu que ça avait vraiment été une phase de deuil assez difficile pour eux. Ça leur demande de se décentrer et c'est ça aussi le travail de l'éducateur. C'est moi, ce que j'ai envie de faire, c'est pas nécessairement ce que l'autre a envie de faire. Moi, ce que j'ai envie de discuter, ou l'émotion que moi j'avais envie de travailler, c'est pas celle qui a été amenée par l'autre. Mais c'est aussi sa réalité de terrain, c'est aussi son vécu. Donc, ça leur permet vraiment de prendre une certaine distance critique, je pense, et en tout cas de vivre ce qu'on peut ressentir quand, tiens, on avait envie d'aborder quelque chose et finalement on est parti sur autre chose. Après cette phase-là, les étudiants vont être invités à réfléchir ensemble à une émotion. Donc, ils partent de cette fameuse question problématique, question centrale de leur stage, et ils identifient une émotion en lien avec ça. Et au départ de cette émotion-là, ils vont prendre connaissance des attendus du projet. Alors, comment est-ce qu'ils prennent connaissance des attendus du projet? Par la découverte de 4 malles créatives, 4 malles, qu'on met à leur disposition. Donc, c'est vraiment des malles physiques,
qui sont disposés avec du matériel différent dans chaque malle et du matériel non pas qu'ils doivent exploiter mais qu'ils peuvent exploiter. Donc c'est vraiment pour ouvrir le champ des possibles. C'est découvrir voilà, différentes techniques musicales, les façons de mettre d'utiliser la musique comme support, différents types d'instruments, etc. Dans les arts plastiques, même chose, différents médias d'art plastique. Les ateliers, la malle d'écriture, là on se retrouve plus avec des supports d'écriture, donc la réalisation de textes, la réalisation de petits éléments qui permettent de soutenir la mise en mots de façon créative et de façon ludique au travers d'ateliers d'écriture. Et la malle expression de soi, là, il retrouve plus des outils issus de la connaissance de soi, donc le photolangage, des vignettes avec les qualités, etc. Donc, des outils aussi qu'ils peuvent exploiter à leur sauce. De nouveau, ils découvrent les malles. Il y a à eux d'en faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment pour ouvrir le champ des possibles. Après cette phase de découverte, on leur dit, voilà, vous devez trouver un accord sur ce que vous voulez raconter, développer. Au départ de l'émotion que vous avez identifiée, vous avez vu, on a mis du matériel à votre disposition, il y a des choses pour vous pouvez en avoir d'autres, ils peuvent aussi se nourrir d'autres matériels. L'idée, c'est qu'ils sachent ce qu'ils veulent raconter, ce qu'ils veulent développer, et qu'ils trouvent un accord sur le vecteur d'expression, mêlant les arts plastiques, la musique, l'écriture. Donc ça, c'est vraiment cette phase-là où, qu'est-ce que je veux dire et comment je vais le dire. Alors, le tout restant, j'ai mis dans une totale liberté quant au mode de fonctionnement et au choix du vecteur. Alors, total mode de liberté, attention, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Donc, l'émotion, ce qu'ils vont vouloir raconter va être validé par un enseignant, mais c'est vraiment, ça part d'eux. Donc, l'enseignant ne dit pas, voilà, faudrait travailler là-dessus. L'enseignant valide ou les aide à affiner ce qu'ils avaient envie de mettre. Puis, on passe au 4e temps, qui est le temps, moi, que j'ai appelé de la réflexion. Donc, la réflexion, c'est aussi la réflexion, la réalisation et des prises de décision initiales. Et donc là, on est vraiment dans la compétence développer et utiliser des outils méthodologiques spécifiques pour exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Alors, j'ai pris quelques illustrations pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Alors, à savoir que les illustrations sont statiques. Donc, elles ne permettent pas de comprendre parfois comment ils ont intégré la dimension musicale avec des dimensions d'art plastique. Quand c'est des outils plus d'écriture, malheureusement, au niveau du PowerPoint, c'est sur des post-it, on ne sait pas tout lire. Donc, j'ai pris quelques exemples. Donc, voilà un exemple de réalisation d'étudiants sur les émotions vécues en stage. Un second. Un 3e, j'ai pris la joie. Si vous n'avez pas lire, ça c'est marqué la joie pour montrer aussi que, voilà, c'est pas systématiquement des émotions négatives, ils partent aussi de choses. La joie grandit. Voilà, un petit bonhomme. Là, un exemple d'illustration où on est plus dans des ateliers d'écriture, d'expression. Et un dernier où on voit que c'est du multimédia, c'est quelqu'un qui est en train d'écouter des commentaires sur une réalisation. Donc, on est dans cette dimension. De nouveau, les étudiants sont porteurs du projet. Donc, ils sont régulés de temps en temps par les enseignants, mais ce ne sont pas les enseignants qui donnent des indications sur le produit final à réaliser. Donc, toujours dans ce temps 3, il y a des temps organisés de réflexivité, puisque je vous avais dit tout à l'heure que le gros challenge, c'est de travailler la réflexivité. Et des temps organisés de réflexivité axés sur l'analyse de leur pratique professionnelle. Alors, sur un axe bien particulier, c'est leur mode de fonctionnement dans un travail d'équipe. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un cours qui s'appelle Technique d'animation et relations sociales. Au travers de ce cours-là, l'idée c'est d'identifier quelles sont ses difficultés, ses forces, les objectifs à se mettre, les objectifs personnels qu'on va se mettre quant à ses capacités à travailler réellement en équipe. Et donc ici, c'est aussi dans les compétences d'un éducateur spécialisé, faire peur d'esprit critique et se remettre en question dans le travail et la réflexion d'équipe. Donc on veut vraiment développer cette compétence professionnelle-là, qui est une compétence terminale d'un éducateur. Aussi, la notion de travailler et réfléchir en équipe et en réseau. Donc les étudiants sont invités à différents moments sur ce temps 3, à rencontrer le formateur et avec le formateur à faire un débriefing réflexif sur leur mode de fonctionnement au sein de l'équipe, sur ce qui se passe, sur comment fonctionne l'équipe, comment fonctionne le groupe. Le 4e temps, c'est le temps de mise au regard public. Donc c'est le temps du vernissage, avec l'idée que
c'est là que les bacs 1 sont impactés, puisque les bacs 1 vivent par ce vernissage, ils viennent assister au vernissage des bacs 2 et ils vivent, eux, leur première rencontre avec les émotions vécues au cœur du métier d'éducateur spécialisé. Donc, ils voient les émotions ramenées par les bacs 2, les émotions travaillées par les bacs 2, ce qui leur permet aussi, eux, de travailler un peu leur représentation initiale, leur questionnement, leurs doutes. Et surtout, ça permet aux enseignants qui viennent derrière, et c'est là que je dis que je m'en nourris un petit peu, puisque moi j'ai le cours de psycho avec eux qui commence Cadri 2 qui commence juste après cette semaine-là, moi, ça me permet de travailler avec eux sur, tiens, le métier, les émotions au cœur du métier, etc. Et on part pas à vide. Non, je me projette à vide. On part de, tiens, les autres ont ramené ça. Ça m'interpelle, ça m'interpelle moins, etc. Et on peut construire quelque chose au départ de ça. Donc, c'est les accompagner dans la construction de leur projet aussi. Maintenant, c'est essentiellement pour les bacs 2, que la mise au regard du public est aussi formatrice, puisque eux vont non seulement gérer le temps de vernissage, mais vont être à la rencontre des personnes qui assistent à ce vernissage. C'est à eux d'aider à la compréhension des œuvres qu'ils ont mises. Donc c'est pas simplement, voilà, on a affiché dans un corridor, vous passez, vous venez voir. Ils sont censés être là au moment du vernissage, et leur tâche, ça va être justement d'expliquer le métier au travers de l'œuvre qu'ils ont réalisée, et d'expliquer aussi leur vécu au travers de l'œuvre réalisée. De nouveau, on rejoint 2 compétences de l'éducateur spécialisé: assumer une fonction d'interface entre les bénéficiaires, les autres professionnels et la société. Ici, les autres professionnels, on est essentiellement on est sur le site du pédagogique, donc on a les régents, les instituteurs primaires, les instituteurs préscolaires qui assistent aussi, qui viennent voir l'exposition, en tout cas qui la voient à des moments de pause dans leur formation. Il y a aussi des institutions qui ont été invitées à venir voir les productions des étudiants. Et donc, c'est aussi faire valoir publiquement le métier, ses choix et ses démarches professionnelles. Le métier d'éducateur spécialisé, c'est encore un métier qui est assez malmené au niveau du regard public. On a souvent un peu c'est animateur, ils sont gentils, quoi, etc. Et je pense que ça permet aussi de les outiller à comment je défends publiquement mon métier, qu'est-ce que je dis de mon métier, et quel est l'engagement que je veux avoir pour défendre un métier qui est un métier fort. Et le dernier temps, le temps 5, donc j'ai dit 4 temps plus le 5e, évaluation et transfert des compétences. Alors, le choix des formateurs a été de travailler au départ d'une grille d'auto-évaluation. Et de nouveau, voilà, on est dans de la réflexivité, donc c'est vrai que c'est questionnant. Voilà, faut encore affiner sans doute, mais en tout cas c'est le choix, et c'est un choix qui permet à l'étudiant d'encore une fois prendre du recul de nouveau par rapport à son mode de fonctionnement en groupe et à son implication personnelle dans le projet. Alors au départ de cette grille d'auto-évaluation, les enseignants travaillent sur cette base, sur cette grille-là, et on arrive à l'évaluation finale du module. Alors l'autre aspect, c'est que les enseignants vont s'efforcer par les feedbacks qu'ils rendent, de s'assurer que les compétences techniques développées, toutes les compétences de travailler durant cette semaine-là, puissent être transférées dans leur futur métier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comment vous allez réexploiter ça dans votre future vie professionnelle. Donc comment vous allez vous nourrir de ça, ou réadapter aussi ce que vous venez de vivre dans votre future vie professionnelle. Et voilà, c'est une expérience en tout cas qui est vécue par tous comme formatrice, et bon, c'est bien qu'elle est améliorable, mais formatrice, moi j'en vois vraiment les effets. Quand je discute avec les étudiants, je suis pas dans la semaine projet, et quand je passe dans le corridor cette semaine-là, je me fais systématiquement harponner, venez voir, machin. Si je suis pas allée au vernissage, ce qui est arrivé, il faut que je me le chope après, parce que les étudiants viennent me chercher. Vous avez vu mon tableau? Ils m'envoient un mail, donc je vais voir, et puis moi je peux aussi parfois dire, tiens, c'est interpellant, qu'est-ce que tu as mis là? Donc il y a vraiment, on sent chez les étudiants que c'est quelque chose qui est porteur. C'est pas simplement j'ai fait le projet parce que c'est la semaine projet, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont envie de transmettre, de mutualiser. Ils ont envie d'avoir l'écho aussi d'autres profs dessus. Et c'est donc, moi je le dis, elle est vécue par tous comme formatrice, et toute l'équipe est consciente que toute expérience est toujours améliorable et qu'il nous reste encore des zones à travailler, des choses à perfectionner. Voilà. Merci de votre écoute, en tout cas.
Donc, je vais essayer de répondre aux questions. Si je n'y arrive pas, je ferai un retour à l'équipe. Bonjour, donc ce n'est pas une question, c'est plutôt une réflexion. Cette année, donc dans ma pédagogie par projet, j'ai beaucoup d'étudiants, donc j'en ai 80. Donc par groupe, j'ai beaucoup d'étudiants et beaucoup de groupes. Et cette année, j'ai décidé d'instaurer par rapport à une évaluation de l'étudiant une évaluation des pairs. Donc ils s'auto-évaluent pas, ils évaluent l'autre du groupe. Et donc je teste ça cette année. Donc j'ai bien conscience que c'est un outil ou une arme qui peut être dangereuse, mais quand on a, j'ai quand même 6, 7, parfois 8 étudiants par groupe, parce que sinon j'aurais 20 groupes et ça c'est ingérable. Je me rends compte que dans le groupe, il y en a quand même toujours bien un ou deux majoritairement qui ne travaillent pas. Et donc voilà, c'est juste une réflexion par rapport à l'évaluation que vous faites, l'auto-évaluation. Je me demande dans quelle mesure un étudiant qui s'auto-évalue a tendance à se surévaluer ou se sous-évaluer. Voilà, c'est tout. Ce sera peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure, peut-être avec les formateurs directement impliqués. Maintenant, effectivement, l'effet de sous ou surévaluation, c'est un risque de l'auto-évaluation, mais un professionnel compétent, et là je parle de leur future vie professionnelle, est un professionnel qui doit être capable de s'auto-évaluer aussi. Donc je pense que travailler l'auto-évaluation en formation, c'est aussi les outiller dans une future réalité professionnelle. Et le métier d'éducateur spécialisé est très peu soumis à des évaluations extérieures, par un chef de service ou par des feedbacks réguliers. Donc, d'où la nécessité vraiment de développer l'auto-évaluation derrière. Oui. Oui, voilà. Donc là, je fais plutôt, j'ai plusieurs évaluations, et là, je fais plutôt l'évaluation de l'apprentissage qu'il a eu sur la méthode.